Ai-je besoin de présenter Jean-Claude Carrière? Oui, non. Et vous ne seriez pas aussi nombreux et nombreux si vous n'étiez pas d'abord venus pour le revoir, le voir et l'entendre. Je veux saluer son épouse Nahal, une grande écrivaine, femme de talent, de charme, de séduction, et qui, elle, à travers son œuvre et sa personne, est précisément un pont qui enjambe les frontières, et en particulier en ce jour d'élection en Iran, et nos pensées vont vers le peuple iranien, contribue à ces liens profonds. Bon, elle est par ailleurs docteur en chinois, me dit Jean-Claude Carrière. Bref, donc elle est un double pont, au moins, avec l'Iran et avec la Chine. Donc tous nos voeux à travers elle, à travers la halle, au peuple iranien que nous admirons, que nous aimons, et dans la culture, ici même, dans ce monde arabe, a contribué profondément à son enrichissement. Jean-Claude, personnage amical, chaleureux, généreux, son œuvre immense, son œuvre d'écrivain, son œuvre de philosophe, de penseur, son œuvre d'homme de théâtre, d'homme de cinéma. Son nom est associé à celui d'autres grands créateurs, Louis Buñuel en particulier,
Louis Malle, Andrzej Wajda, et puis Peter Brook. Pour ceux qui sont, comme plusieurs d'entre vous, des passionnés de théâtre, comment oublier cette aventure dramaturgique inouïe qui a fait qu'avec Brook, ils ont réinventé en quelque sorte le Maharaja. Et le Mahabharata, pardon, excusez-moi, voilà, dans quel état je suis en fin de journée. Enfin bon, puisqu'on jette des ponts, autant les jeter entre les Maharajas et... Pardon ? Il y a quelques Maharajas dans le Mahabharata. Exactement, exactement. Quelle indulgence. Bien, écoutez, j'arrête là parce que je vais continuer à dire des bêtises. Simplement d'un mot pour dire que je n'oublie pas que parmi nos œuvres communes, il y a la FEMIS, l'école de cinéma que nous avons refondée, recréée, et dont il a été le président pendant 10 ans. Voilà, je vous le livre, je vous l'offre, et je m'apprête à vous rejoindre pour l'entendre avec délice. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Le présent, le temps présent, celui que nous vivons en ce moment et qui passe sans un arrêt sous nos yeux et entre nos mains, a souvent tendance à aveugler le passé. Ce passé, surtout lointain, que nous n'avons pas connu, que d'autres nous ont décrit ou raconté, le présent, les événements du temps présent peuvent assez facilement le défigurer. Et souvent, même sans le savoir, le trahir. Et cela au moment même où nous prétendons le représenter, c'est-à-dire le rendre présent. Ce jeu dure depuis longtemps. Nous ne voyons le passé qu'à travers le voile déformant du présent, toujours. Et nous ne pouvons pas le voir autrement. Tout acte de mémoire est un acte de maintenant. Et il se rapporte au passé. C'est aujourd'hui, c'est en ce moment que je me souviens, que nous nous souvenons de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons appris, de ce que d'autres ont vécu hier ou ont raconté avant-hier. La mémoire toujours déforme, la nôtre comme celle des autres. Et il ne peut pas en être autrement. Elle est une faculté incertaine et fragile. Nous ne pouvons pas compter sur elle. Nous savons aussi de toute manière que chaque peuple, quand il se raconte, trouve des arrangements particuliers avec son histoire, qu'il y joue presque toujours le beau rôle. On dit même qu'il en fait souvent un roman, qui dans ce cas s'appelle roman national. Et ce roman prend peu à peu la force et l'évidence d'une vérité. Les exemples dans ce domaine sont multiples et nous n'avons pas à chercher bien loin. Je n'en citerai qu'un qui nous intéresse ici aujourd'hui. Lorsque, dans les années 1950, je faisais des études dites supérieures d'histoire, nous avions au programme une année l'islam au Moyen-Âge. Un professeur âgé, probablement émérite et certainement spécialisé, nous dit un jour ceci à la Sorbonne, et je le transcris presque mot pour mot. Quant à la bataille de Poitiers, nous savons aujourd'hui qu'elle n'a pas eu lieu. Si elle a eu lieu ailleurs qu'à Poitiers. Et si elle a eu lieu ailleurs qu'à Poitiers, nous l'avons perdue. Ainsi, une de nos dates glorieuses, gravée sur nos stèles, s'effondrait en quelques mots. Le professeur ajouta même, ce que je n'ai pas pu vérifier,
pas plus que le déroulement et l'emplacement exact de la bataille, que Martel était le nom que Charles avait reçu dès son berceau et qu'il ne l'avait nullement gagné plus tard en frappant les envahisseurs musulmans de sa masse d'armes. Bien entendu, il fallait atteindre un certain niveau dans les études pour recevoir ce qu'il faut bien appeler une révélation. Pour les plus jeunes et pour la majorité des Français, la bataille restait la bataille de Poitiers, la grande bataille qui avait sauvé la France de l'invasion arabe. Et c'est toujours ainsi, je crois, que nous l'enseignons à nos écoliers. Le présent ne peut pas s'interdire de malmener le passé et de le masquer, de le triturer, de le déguiser sans cesse. Ainsi, les événements des 20 dernières années qui ont secoué le monde musulman et qui vont des révolutions que nous appelons arabes à la proclamation soudaine au Moyen-Orient d'un califat islamique avec des attentats que nous avons subis et que sans doute nous subirons encore, et les atrocités que nous savons, ces événements récents, plus encore que la fumeuse bataille de Poitiers, risquent de nous faire oublier ce qu'a été la civilisation arabe et tout ce que nous lui devons. Ce passé a été peu à peu gommé de l'histoire, une histoire que nous avons écrite à notre manière et ce n'est pas le seul exemple que nous pourrions citer. Parfois, nous voudrions nier des actions connues, parfois, nous voudrions effacer les traces encore visibles de ce qui a été. Et nous allons quelquefois, dans la négation frénétique de l'histoire, jusqu'à détruire des ruines. Peut-être un jour des mains furieuses effaceront les peintures de Lascaux, d'Altamira, de la grotte Chauvet, parce qu'elles ont été faites par d'autres. Une histoire, quand elle se raconte, travestit souvent pour le meilleur, quand il s'agit de soi, ou pour le pire, quand il s'agit des autres, les cultures qui se sont succédées sur tel ou tel sol, sous tel ou tel drapeau. Parfois, elle les glorifie. C'est le cas en France des 25 dernières années du siècle de Louis XIV, que nous qualifions encore de grand siècle, alors qu'il vit 1,5 million de paysans français mourir de famine, 1,5 million d'habitants dans un pays qui n'en comptait à l'époque que 20, sans compter les 500 villages rasés dans les Cévennes lors de la guerre dite des Camisards, au nom de la vraie foi. Parfois, au contraire, l'histoire, cette activité fantasque qui change de ton et même de matière en changeant de rive, en passant un pont sur une frontière, réduit, rabaisse et quelquefois anéantit ce qui fut grand, lumineux, généreux et qui eût mérité de rester mémorable. Et je ne pense pas seulement à l'utopie de Cordoue, souvent citée, mais à d'autres périodes, souvent resplendissantes, de l'histoire du monde arabe. Nous nous sommes d'abord regardés de loin, puis longtemps côtoyés, souvent affrontés, mais au fond, qu'est-ce qui nous sépare? Sans aller chercher bien loin, je suis natif du midi de la France, où vit une partie de ma famille, des cousins, que nous avons toujours appelés les Sarrasins. Et cela sans songer à les vexer, sans les mépriser, simplement parce qu'à les regarder, ils auraient pu tout aussi bien l'être de l'autre côté de la Méditerranée. Et d'ailleurs, dans notre mémoire collective, comme dans nos livres d'histoire,